Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Nous retrouvons Laurent Perronnet pour la suite de cet entretien sur les Vikings. Bonne écoute! Tu parlais là en Amérique justement des bateaux, qu'ils avaient leurs bateaux par rapport au Saint-Laurent et tout ça, qu'ils auraient pu s'en servir. Je voulais justement revenir un petit peu sur ces bateaux vikings. Moi, c'est vrai que donc j'habite à Tønsberg, donc je baigne dans ces bateaux vikings, puisqu'on a en plein centre-ville le site de Osberg, donc avec le bateau de Osberg qui a été retrouvé ici, qui est maintenant qui est exposé au musée viking d'Oslo. C'est super ce petit atelier là à Tønsberg. C'est un musée atelier, je dirais, à ciel ouvert, où ils construisent en fait des bateaux vikings, mais vraiment à l'ancienne. Du coup, ils utilisent vraiment les outils comme à l'époque. D'ailleurs, il y a des ateliers pour construire les outils pour construire après les bateaux, parce qu'ils font vraiment dans les mêmes conditions, donc sans électricité, etc. Ils forgent leurs outils et tout. C'est vraiment hyper intéressant. Donc, si vous venez en Norvège et que vous êtes dans le centre-sud de la Norvège, je vous invite à venir visiter la belle ville de Tønsberg avec son musée de bateaux vikings. Et ça m'amène à une question d'auditeur de Xavier qui demande par rapport à ces bateaux, est-ce qu'ils étaient tous les mêmes ou est-ce qu'il y avait des bateaux qui étaient dédiés à la logistique, par exemple ? Alors, c'est dans le principe de construction, c'est tous les mêmes. Construction à clin, cette même forme de coque avec le gouvernail amovible, pardon. Ils étaient fabriqués en quel bois d'ailleurs ? On essayait de les fabriquer en chêne quand c'était possible, mais il n'y avait pas toujours du chêne. Il y en a très très peu maintenant, ils ont disparu, mais à l'époque on pense qu'il y en avait. Et alors, les bateaux, c'est plutôt la taille qui va changer. Le modèle, le canevas est le même pour tous, mais c'est la taille. Donc, on appelle Skace quand il est petit, Kneur quand il est grand, et donc ils ne sont pas destinés évidemment au même usage en fonction de leur taille. Mais c'est ce qu'on appelle la construction à clin. Il y a pas de clous, il n'y a pas de vis, tu vois. C'est assez admirable comme confection. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. J'ai eu l'occasion de filmer pour la télé ici des constructions justement de ces bateaux là. C'est assez incroyable à voir. Mon frère avait fait une expérience assez dingue il y a une quinzaine d'années. Ils étaient partis des côtes du Portugal sur un dracar et ils étaient allés aux États-Unis pour prouver parce qu'il y avait une hypothèse qui disait que les Vikings avaient peut-être pu partir de ces régions-là et traverser l'Atlantique, donc du côté de New York. Hein, eux, ils sont arrivés à New York et en tout cas, ils ont prouvé que c'était faisable. Voilà, ils l'ont fait. Donc ces bateaux étaient vraiment extraordinaires, quoi. Donc ces Vikings étaient quand même des experts de la navigation, et ils étaient capables de trouver leur chemin en haute mer sans carte ni instrument de navigation. Ils utilisaient des instruments comme des pierres du soleil. Et une des techniques qu'ils utilisaient que je trouve originale et intéressante, c'est les oiseaux. Ils embarquaient à bord des oiseaux. Lorsqu'ils avaient du mal à retrouver les terres les plus proches, ils lâchaient les oiseaux qui naturellement se dirigeaient vers les côtes les plus proches et ils n'avaient donc plus qu'à les suivre. C'est aussi pour ça qu'on retrouve des oiseaux sur beaucoup de symboles vikings. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leur technique de navigation ? Ces techniques, ils avaient effectivement très, très peu d'outils et ils naviguaient ils avaient une espèce de boussole. C'est un compas solaire, en fait, tu vois. Tu as un cercle de bois, dessus, tu as planté une pointe dans son centre, et on calculait le nord en fonction de l'ombre projetée par la pointe sur un demi-cercle créé dessus. Donc ça leur a été très utile et ça leur permettait de garder constamment le nord. La boussole, elle est apparue seulement au XIIe siècle. Donc ça, ils n'en avaient pas, évidemment. Et il y a aussi cette question de la pierre de soleil, Ouais. donc qui est une pierre qui, par réfractation, montrerait la position du soleil. Mais ça, c'est polémique. On n'en a pas retrouvé sur les bateaux. C'est vrai que ça fait partie un peu des mythes. Voilà, on pense que c'est du cristal de calcite.
Mais encore une fois, on n'a pas, pour ça, on n'a pas de pierre. Le compas solaire, par contre, si, ça, on en a trouvé beaucoup sur les bateaux. Donc, ils avaient essentiellement ça pour se diriger, les oiseaux, et puis donc, encore une fois, le fait que les distances n'étaient pas énormes. C'était pas des très très grands voyages, ouais. Voilà, à chaque fois, ils s'arrangeaient pour qu'il y ait des étapes, pour que ça n'excède pas quelques jours de navigation. Donc ça aussi, c'est un peu un mythe auquel il ne faut pas trop s'accrocher sur l'idée qu'ils partaient à l'autre bout du monde. Ils partaient certes loin, mais pas très longtemps. Par étapes et pas très longtemps. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a Olivia et Alex qui demandent comment ils faisaient pour se nourrir justement pendant leur voyage. Alors, là encore, comme ils comptaient sur des étapes assez courtes, ils ne mettaient pas non plus des tonnes de nourriture à bord, mais il fallait quand même se nourrir, et c'était de la viande séchée. Et la viande séchée est salée, donc ça se conserve très très bien, ça pourrit pas. Et donc tu peux la manger comme tu veux. Viande séchée et poisson séché, je suppose. Bien sûr, quand je dis viande, c'est viande, poisson aussi. C'est viande, tout ce qui peut se sécher, quoi. Séché, salé, ouais, voilà. C'était leur nourriture de base sur les bateaux. Alors là, on a beaucoup parlé du côté historique et géographique du déplacement des Vikings, mais on n'a pas trop parlé de la religion. Donc c'est une religion polythéiste et qui est basée sur, à l'inverse des religions monothéistes et de la nôtre en particulier, c'était pas une religion. Il n'y avait pas de codex à cette religion. C'est un panthéon de dieux qui existe et à qui on peut demander des choses souvent très très pratiques. J'aimerais que mon prochain voyage soit super fructueux, que je fasse un commerce des plus florissants et que je revienne avec plein d'argent. C'était des prières pratiques. Voilà, c'était la plupart du temps des prières pratiques. J'aimerais que mon fils, ma femme, mon ami se guérissent de la blessure qu'il a reçue à tel endroit. C'était des gens très pragmatiques et la relation avec leurs différents dieux, elle était de cet ordre-là. Après, c'est une mythologie passionnante parce qu'elle raconte quand même une vision du monde. Et c'est une vision du monde qui est très actuelle, en fait. Dans ce panthéon nordique, tu as d'un côté les dieux, qui sont des individualités anthropomorphes, comme dans les religions grecques et latines. Les dieux d'un côté, les géants de l'autre, et sur Terre, les humains. Donc en gros, la symbolique, c'est la symbolique de la transcendance. Les dieux sont une transcendance de l'humain, donc un humain surqualifié, et les géants sont la transcendance de la nature, donc une nature surqualifiée, les deux hypertrophiés pour mettre en lumière le plus possible à la fois les aspirations et les mystères. Et la mythologie nordique, elle nous raconte une histoire. Ce qui est assez particulier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui te racontent une histoire dans le sens où il y a un début et il y a une fin. Et il y a une fin, oui, c'est vrai. Voilà, les dieux meurent à la fin. C'est quand même important, ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Et ils meurent consécutivement à un conflit. Et ce conflit, c'est l'éternel conflit nature-culture. Et l'homme face à la nature. Avec une forme de moralité bien plus surprenante de ce à quoi on peut s'attendre de la part de l'imagerie qu'on a des Vikings comme étant des brutes sanguinaires. Il y avait des côtés très brutaux chez eux, mais c'était bien plus complexe que ça. Et notamment la leçon de morale qu'on peut tirer de la mythologie nordique, c'est que si tu ne t'harmonises pas à ton environnement te détruira. Te tue. Voilà. Donc c'est une mise en scène destinée à montrer les bienfaits d'une adaptation à son environnement plutôt que d'un conflit avec lui.
Donc tu vois là où il peut y avoir des résonances sur toute la pollution terrestre actuelle, Ouais, etc. tout Moi à j'en ai fait. fait le sujet du dernier Magnus, mais c'est C'est ce vraiment que j'allais te dire. J'allais te dire là dans ton discours, j'avais les images de lecture de tes romans qui me revenaient. voilà. Donc ouais, c'est vrai que c'est une question que j'aborde, qui est le centre du troisième tome, cette, cette métaphore de la mythologie scandinave appliquée à notre monde moderne. Et donc, ce que nous raconte la mythologie, c'est que les dieux qui, qui s'opposent, donc qui représentent finalement l'humanité, l'esprit, etc., qui s'opposent à la nature, la culture qui s'oppose à la nature, on va dire ça comme ça, elle s'y oppose de façon frontale, et cette confrontation amène un conflit, que le, que l'esprit perd. C'est la matière qui gagne. Tu vois. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et là où ça se complique, c'est que ça se complexifie plus exactement, c'est que dans le monde des dieux, c'est pas uniforme. Tu as deux familles de dieux, les Oses et les Vannes. Les Oses, ce sont les dieux du pouvoir, les dieux de la force, les dieux de la domination. Et donc les principaux dieux très connus de cette famille sont Odin, ses deux fils, Thor et Thur. C'est marrant, Thor, mais ça n'a rien à voir. Euh, et puis de l'autre côté, tu as les dieux de la fertilité et de la fécondité. Donc ça nous montre déjà deux choses. C'est que pour les Scandinaves, le pouvoir et la fertilité, c'est deux choses différentes. C'est différent, ouais. Voilà. Euh, et justement, à la base, ce sont deux familles différentes qui sont en conflit, mais qui vont constater un ensemble de points communs qui font qu'ils décident de s'unifier. Et ils forment la grande famille des dieux nordiques. Mais dans cette grande famille des dieux nordiques, il y a une forme de hiérarchisation. Et les dieux du pouvoir et de la guerre sont plus puissants que les dieux de la fertilité et de la fécondité. Les Oses sont plus puissants que les Vannes. Parmi ces dieux, ils sont tous donc confrontés au monde, et notamment au monde des géants, c'est-à-dire à la nature, cette nature qui est omniprésente en Scandinavie. Ce que je trouve absolument passionnant, c'est que parmi les deux familles de dieux, on ne va pas prendre le même positionnement. Les Oses, les dieux du pouvoir, font le choix de dominer la nature, c'est-à-dire de l'inféoder, de lui dicter ses lois, et que cette nature doit lui obéir. Les Vannes, donc les dieux de la fertilité-fécondité, eux ont une approche beaucoup plus englobante. C'est-à-dire que pour eux, ces deux mondes doivent s'interpénétrer et se mélanger. Ce qui fait que chez les dieux Vannes, ces dieux de la fertilité-fécondité, bah, tu as des dieux qui se marient avec des géants qui incarnent donc ce monde de la nature. Et donc le sang est mêlé. Ce qui est très intéressant, c'est que le dieu et la déesse de l'amour, au sens émotionnel du terme, le sentiment amoureux, est à la fois un sentiment de raison et de cœur. Et ce sont les enfants du dieu Njord, qui est le dieu de la mer, qui est un dieu de la fertilité-fécondité, et d'une géante. Donc, l'amour en tant que sentiment est le fruit de l'union qu'on pourrait résumer, symboliser par nature et culture. Et lorsque la nature et la culture se mélangent, on obtient un monde harmonieux. Lorsqu'elles s'opposent, on obtient un monde de guerre. Et c'est ce monde de guerre qui va prendre le pas dans le paysage des dieux, à l'issue de tout un tas d'événements qui vont pousser les dieux à la paranoïa et qui vont amener les dieux du pouvoir à affronter les géants plutôt que de se mêler à eux. Et c'est principalement le dieu Thor qui va causer beaucoup de tort, en effet. Thor qui est l'incarnation de l'impulsivité, qui ne pense pas et qui ne réfléchit pas, et qui donc met tout le monde dans la merde, et qui va provoquer des catastrophes qu'ensuite il va falloir régler dans des combats, dans des conflits, et qui vont amener la destruction
du monde des dieux. Alors, la destruction du monde des dieux, mais pas la destruction de la terre. C'est-à-dire que de cet immense combat qui va naître entre les forces de la nature et les forces de la culture, les dieux vont tous mourir, seuls les enfants de certains d'entre eux vont survivre, et également un dieu de leur génération qui est Balder, le dieu de la diplomatie qui va survivre. À partir de là, ils vont essayer de recréer un nouveau monde, et ça, la mythologie ne nous dit rien sur la création de ce nouveau monde, mais c'est un monde qui supposera qu'on fasse des choix différents. Et donc, cette mythologie nordique qui est connue comme étant quelque chose d'extrêmement guerrier, en réalité, c'est une leçon de morale sur la nécessité du vivre ensemble. Et ça, je trouve que c'est fondamental de le dire, parce que c'est très peu mis en lumière dans toutes les images qu'on a de la mythologie nordique. Mythologie nordique, on nous parle du Valhalla énormément, tu vois. Ouais. Le Valhalla qui est ce paradis des guerriers. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté. Il ne s'agit absolument pas du paradis. Il s'agit d'un camp d'entraînement militaire. J'exagère pas. C'est Odin sait qu'il va y avoir un affrontement avec les géants et il va créer une armée d'humains pour se battre contre eux. Donc, les hommes guerriers morts au combat, donc très courageux, sont ramenés dans ce Valhalla. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent entre eux dans une forme d'entraînement physique jusqu'à la mort. Ils les entraînent, en fait. Ils les entraînent, voilà, jusqu'à la mort. Quand ils sont tués, ils sont sortis du terrain, comme un terrain de sport. On les saoule à l'hydromel. Ils sont complètement ivres et quand ils se réveillent de leur coma, ils repartent se battre. Ils sont retués, ils se ressoulent, ils se remettent et c'est comme ça pour l'éternité. Donc c'est pas une éternité forcément qui plairait à tout le monde. Moi, en tout cas, j'en veux pas de cette éternité-là. Non, ça a pas l'air très sympa. Et ce qu'on oublie la plupart du temps, c'est que parallèlement à ça, la déesse de l'amour, Freya, qui n'est pas la déesse du mariage, c'est intéressant ça aussi, la déesse du mariage, c'est une déesse ose, c'est-à-dire une déesse de la famille pouvoir. Et la déesse de l'amour, elle fait partie de la déesse fertilité-fécondité. Donc l'amour et le mariage sont deux choses totalement différentes. Cette déesse de l'amour au sens large du terme, le lien entre les êtres entre eux, va en fait exiger d'Odin qu'en contrepartie de cette espèce de lieu qu'il veut fabriquer, de paradis guerrier, les humains qui se sont bien comportés dans leur vie dans le sens de l'affect, c'est-à-dire qui ont créé des liens forts avec leurs proches, qui ont été capables d'aimer et d'aimer bien, que ces gens-là soient récompensés également. Et donc, une espèce de deuxième, entre guillemets, paradis païen va voir le jour, qu'on appelle Folkvang. Donc ça, il ne faut pas oublier que ces deux lieux-là, ils existent, ils coexistent dans le monde de la mythologie scandinave. Ce n'est pas seulement ce fameux Valhalla guerrier. Donc on a des images qui sont souvent simplistes de cette mythologie, qui est passionnante de ce point de vue-là, et qui nous montre bien que le pouvoir et la force, c'est en fin de compte ce qui va perdre l'humanité. C'est ça la morale de cette religion païenne. De cette religion, c'est ce qui est une belle morale, je trouve. Voilà, et qui est une morale très pacifiste, au bout du compte, finalement. Alors, ça paraît étrange parce que c'est quand même des gens très, très guerriers, mais si tu regardes bien à l'intérieur du monde scandinave tel qu'il était constitué, on a parlé des Vikings dans leurs actions de Vikinger, c'est-à-dire d'aller faire leurs expéditions et tout ça, mais dans leur vie sociale, il y avait un ensemble de lois, je l'ai déjà dit, qui était très, très, très serré, un maillage très serré, et qui était là pour garantir la paix et l'égalité. Tu vois, un truc dont on parle peu quand on parle des Vikings, c'est que la parité homme-femme, elle était extrêmement avancée par rapport au reste de l'Europe. Un exemple très simple, c'est que les femmes vikings avaient le droit de demander et d'obtenir le divorce.
Imagine-toi au Moyen-Âge, en Europe, dans le reste de l'Europe. C'est juste pas possible. Ça n'existe pas. C'était une des questions d'ailleurs que j'avais reçues de Gwenaël, qui demandait justement quelle était la place des femmes dans la société. Ben, pour les personnes libres, la place de la femme est la même, elle est à égalité avec la place de l'homme. Et la répartition des tâches est très claire. Alors, encore une fois, il faut toujours prendre en compte que les informations qu'on a, elles viennent de très loin, donc ce sont celles qui ont laissé le plus de traces, donc ce sont celles qui concernent les gens qui avaient le plus de rayonnement, aussi bien matériel qu'intellectuel, donc les seigneurs, les seigneuries. Hein, on peut redescendre sur l'échelle, mais globalement, c'est plutôt à cette échelle-là qu'on a des traces. Donc, je vais prendre l'exemple d'une propriété terrienne, hein, parce que les seigneuries là-bas sont constituées autour de la propriété terrienne. Ce sont des grosses fermes, en fait. L'organisation politique et juridique, c'est que l'homme, le maître de maison, le seigneur local, a la haute main sur tout ce qui concerne les travaux d'extérieur. Les champs, les bateaux, la chasse, tout ça. La femme a la haute main sur tout ce qui concerne l'intérieur. Et l'intérieur, c'est le chef à l'intérieur. Voilà. Mais l'intérieur, c'est des maisons qui peuvent faire jusqu'à 100 mètres de long et dans lesquelles tu vas trouver des ateliers, des endroits de stockage, des endroits de vie, des étables pour les animaux. C'est un village, en fait. C'est des grosses propriétés. Voilà, c'est un village dans une maison. Et en gros, la maîtresse de maison avait la haute main, et ça c'est important de le dire, elle avait la haute main sur l'intérieur et l'homme sur l'extérieur. Ça voulait dire qu'à l'intérieur, l'homme était soumis au choix de sa femme et qu'elle avait donc une égalité de droit par rapport à lui. Toujours dans cet ordre d'idées-là, quand l'un partait en expédition, quand un homme partait en expédition sur des navires, partout ailleurs, je prends par exemple un peu plus tardivement l'Europe des croisades, hein, quelqu'un qui partait dans l'Europe des croisades vers cette croisade-là. Il abandonnait momentanément son château. Le château était confié forcément à un féal ou à un cousin, mais jamais à la femme. La femme, on l'enfermait avec une ceinture de chasteté, limite. Ouais. Chez les Scandinaves, c'est l'inverse. Si l'homme part pour une expédition viking, c'est sa femme qui prend toutes les clés. C'est la femme qui prend. Ouais. Et c'est elle qui décide de tout. On a vu aussi des femmes diriger des navires. Tu vois. Et dans cette forme de parité, elle avait aussi le droit de se débarrasser de son mari s'il tenait pas la route. Donc évidemment, tu pouvais pas d'un claquement de doigts dire je divorce. Mais si tu avais des arguments, et notamment l'un des gros arguments, c'était l'alcoolisme du mari, si l'alcoolisme du mari empêchait ce mari de tenir son rang, sa femme était en mesure de le virer et de garder la seigneurie. D'accord. Tu vois. Donc bon, elle pouvait le mettre dehors. Donc, et là, on est entre 800 et 1000. Hein. c'est très c'est fou. Voilà, donc c'est intéressant de noter cette chose-là. Donc voilà, la place des femmes dans la société, elle était pas forcément celle qu'on imagine. Alors il y a quelques femmes guerrières, il y en a peu, et c'est assez anecdotique. Sur la présence des femmes au Parlement, elles y étaient peu, mais plus pour des raisons pratiques, semble-t-il, parce que ça se réglait souvent à coups de poing. Et donc du coup, physiquement, elles n'avaient pas forcément toujours le dessus, mais il y a une forme de parité qui existait et qui était due donc, qui entrait dans le cadre d'un besoin législatif et un besoin qui incluait la parité. Donc c'est intéressant cet aspect-là. Ouais, tout à fait. Pour revenir un petit peu sur la religion, quel rite religieux ils avaient ? Ben justement, il n'y a pas de rite religieux. C'est chacun qui a son rapport aux différents dieux. Et on leur demande pas tous la même chose. On leur demande souvent comme je disais, des choses très pragmatiques. Donc, on créait des petites statuettes dans du bois. Et puis, on les comme des petits totems. Comme des petits totems, et on les interrogeait. Alors, on pouvait de temps en temps les interroger collectivement sur des questions qui intéressaient la communauté, mais dans ce cas-là, c'était le seigneur local, donc en gros le maître de ferme. Et t'imagines
la structure sociale et politique. Imagine en France une grosse ferme avec des ouvriers agricoles comme ça, et tout ça forme une espèce de famille au sens large du terme, et c'est le propriétaire qui est le seigneur en fait. Et c'est sur cette base que va se créer le droit foncier scandinave, la propriété, et puis après c'est juste une question d'échelle quand ça va grandir. Donc le seigneur, il a aussi le rôle de présider à ces actes qu'on peut qualifier d'actes religieux, mais encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prêtre du culte scandinave, des dieux païens scandinaves. Tu vois. C'est ça, parce qu'on pense souvent que les églises en bois debout en Norvège sont des églises vikings, mais c'est pas vrai du tout. Non, mais la confusion est compréhensible parce que esthétiquement, Oui, on elles en... retrouve ces têtes de dragon, ces formes forgées dans le bois, qui sont les mêmes que sur les dracars, Voilà, on pourrait s'y tromper. les toits qui font penser à des écailles de dragon, tu vois, toutes ces choses-là, comme tu le dis, les têtes de dragon sur les faîtières, bon, et puis aussi parfois des runes gravées à l'intérieur, bon, mais la confusion, elle vient, elle est intéressante parce que justement, les églises en bois debout, elles nous parlent de la transition entre le paganisme et le christianisme. Donc là, il faut qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, les Vikings, à partir de, de l'an 800, pour globaliser, partent en expédition, et puis à partir de 850-900, ils vont commencer à s'intéresser beaucoup à la religion monothéiste de ces gens qu'ils rencontrent sur leur route. Et puis, par imprégnation, les seigneurs locaux, comme je le disais tout à l'heure, prennent conscience du concept d'un seul Dieu qui correspond dans ces pays-là à un seul chef. Donc, l'idée va venir à la fois pour des raisons de foi, mais beaucoup pour des idées politiques, de transposer cette religion qu'on a découverte en Europe, de la transposer sur le territoire scandinave. Et dans un premier temps, les Scandinaves qui vivent sur place, ils n'ont pas du tout envie qu'on leur change leur Dieu. Donc, à la base, les tout premiers à être venus sont vraiment des moines européens qui sont venus à leurs propres risques et périls. Hein. Ils mettaient une croix à l'entrée des villages et puis ils se mettaient dehors à faire les sermons et il y en avait qui finissaient mal. Et puis à partir du moment où des seigneurs ont commencé à y voir de l'intérêt, ils ont soutenu, ils ont promu le mouvement et donc ils ont financé des églises. Et financer une église, c'est aussi une façon d'appuyer son pouvoir. Mais les gens qui construisent ces églises, qui sont donc des églises de cette nouvelle religion, ils le font sur la base de leur fonctionnement mental. Et donc, tu vois, les dragons qu'on voit sur les églises, dans la religion polythéiste scandinave, les dragons, draken, ce sont des êtres qui, en soufflant, ont le pouvoir de chasser les mauvais esprits. C'est pour ça qu'on mettait ça à la proue des bateaux, voilà, ouais. Pour certains. Donc ils chassent les ondes négatives en quelque sorte. Donc les gars se disaient, bon, bah, leur nouveau dieu, on va le construire, mais ça fera pas de mal si on peut en même temps l'aider en soufflant les mauvais esprits. Et il y avait cette forme, pendant très longtemps, il y a eu cette forme de cohabitation. C'est ça, c'était un mélange finalement. C'est une cohabitation jusqu'à ce que petit à petit, à force de temps, l'Église finalement, en occupant le temps et l'espace, fasse petit à petit reculer les pratiques païennes dans le passé finalement. Et donc après, disparaître de la vie quotidienne, petit à petit, ça mettra quelques siècles à se mettre en place tout ça. Mais la trace de cette progressivité, on la retrouve beaucoup dans les églises. Il y a un graffiti qu'on a trouvé, je crois que c'est dans l'église de Borgund, je ne suis pas sûr, mais il me semble, qui est très significatif. Donc c'est quelqu'un qui a gravé sur un des piliers porteurs de l'église, il a gravé ce petit texte. Les Nornes me poursuivent et je viens ici chercher secours. Les Nornes, ce sont des personnages de la mythologie païenne. Alors la mythologie scandinave, c'est la même que la mythologie nordique, que la mythologie germanique, on l'a déjà évoqué.
Donc ces nornes, ce sont les messagères du destin, et en général, quand on les voit, c'est qu'on va mourir. Donc le gars, il écrit dans cette église, les nornes me poursuivent. Donc le gars, il est bien convaincu que ces êtres-là existent. Ouais. Et il vient s'en protéger dans l'église. Donc en fait, il est pile entre ces deux croyances. Il croit tout autant encore à l'une qu'à l'autre, avec une préférence pour la nouvelle à laquelle il adhère, puisqu'il pense qu'elle va pouvoir le protéger de la première. Tu vois ? Et ça, c'est vraiment significatif de cette période des églises en bois debout, qui sont vraiment le chaînon entre le paganisme et le monothéisme. C'est ça, c'est la transition en Norvège. Ouais. Qui date presque toutes de la même époque d'ailleurs. Ouais, les plus anciennes, vraiment les plus anciennes, datent des environs de 800. Et puis après, les plus importantes, c'est plutôt autour de l'an 1000, quoi. C'est 1000 près, ouais. Voilà. Et il n'y avait pas de chaman Pas chez les... Non, il n'y a pas de chaman dans la mythologie nordique et dans son application, tu vois. Et c'est chez les Samis qu'on va trouver ça. Il y en a dans le nord de la Norvège, du coup, chez les Samis. Voilà, tout à fait. Et ils faisaient très peur, d'ailleurs. Les Vikings en avaient peur de ces gens-là. Les Vikings avaient peur des Samis, ouais. Ils avaient peur de leur capacité de magicien. Ils les prenaient pour des magiciens. C'est vrai, ça c'est pareil, c'est un autre. Oui, voilà. un autre podcast à part entière. Puisqu'on est dans la religion, est-ce qu'ils écoutaient de la musique, les Vikings ? Est-ce que c'était de la musique profane ou religieuse ? Ça, c'est une question d'Ombelline. C'est très difficile de savoir exactement ce qui produisait comme musique, parce que il n'y a pas de traces, il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas pu enregistrer tout bêtement. Ouais. Mais on ne pense pas qu'il y ait eu de musique au sens musique sacrée, de musique liée particulièrement au culte de tel ou tel dieu. On n'a pas d'éléments, en tout cas, qui affirment ça. Par contre, oui, les gens pratiquaient la musique pour... Qu'est-ce qu'ils utilisaient comme instrument ? Alors essentiellement la voix. Dans les instruments, on a retrouvé des différents instruments dans les quelques fouilles archéologiques. C'est assez logique. On a retrouvé des flûtes, tu vois, qui sont faites soit en bois, soit en os, donc des instruments à vent, des olifants, qui sont des cornes de vache, faites avec du métal, des guimbardes, et également des lyres et des harpes. Donc, et puis évidemment des tambours. Le premier vecteur, c'est la voix, c'est le chant. Et par contre, pour les partitions, les plus anciennes partitions scandinaves, elles datent de 1300, c'est-à-dire en fait 250 ans après la fin de l'époque viking. Donc là, on est totalement imprégné de la culture chrétienne. Et la culture chrétienne, elle fait une énorme place à la musique. Donc il faut bien prendre ça en compte, dès que la religion chrétienne s'installe sur le sol scandinave, la musique en est profondément transformée. Donc la musique que pratiquaient les Vikings, c'est pré-chrétien. Les sources pour pouvoir trouver sont pré-chrétiennes. Les instruments, donc, quand on le pouvait, comme je disais, une flûte, ou alors encore, là, c'est quand même encore plus luxueux, c'est une lyre, mais essentiellement, c'était le chant. Et le chant pour beaucoup de choses. Hein. On a même encore aujourd'hui des chants qui nous sont restés, qui sont des chants par lesquels on s'adresse aux animaux. Ouais. Et c'est des chants qui sont magnifiques. Si un jour vous avez l'occasion d'écouter ça, il faut le faire. Moi, je trouve que ce sont des mélodies extrêmement belles. Alors, il faut habituer l'oreille parce que c'est des sons parfois très aigus. Oui, c'est vrai que j'allais dire c'est joli, mais ça peut être presque agressif. Voilà, donc quand on les écoute, il faut d'abord s'acclimater, et puis ensuite, derrière la puissance vocale qui peut paraître agressive, il y a des mélodies qui sont en réalité hyper douces. Et ces chants-là, c'est des chants
il y a encore des gens qui les pratiquent, hein, C'est vrai. c'est des chants pour parler aux vaches. C'est-à-dire que les vaches reconnaissaient la fréquence sonore, la ligne mélodique, et elles venaient à l'appel. Donc voilà, il y avait des chants comme ça pour ça, il y avait des chants pour tout. La musique était très présente. Il y a forcément eu des chants qui ont été faits en l'honneur de tel ou tel dieu ou déesse, mais contrairement à l'Église chrétienne, aux églises chrétiennes, il n'y a pas de chant, il n'y a pas un codex de règles ni un codex de chants Qui est appliqué lié à la à cette religion. religion polythéiste. Encore une fois, là comme pour la pratique, c'est une religion qui n'a pas de prêtre et donc c'est une religion très personnelle. C'est le C'est ça, c'est chef une de maison religion qui réunit. individuelle, en fait. Voilà, beaucoup. Et donc sur la musique, ben, ça va être aussi pareil. Les gens se créent aussi un peu leur propre chant. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que pour la plupart des chants, c'était des chants qui avaient une vocation fonctionnelle. Tu vois, ça servait à mémoriser, à coordonner, à célébrer, à Oui, il y avait un encourager, aspect pratique. voilà, à bercer les enfants, tu vois, à honorer. C'était ça. Ça avait une fonction, quoi. Exactement. Et donc, à ce titre-là, oui, il y en avait beaucoup. La musique avait une grande place. Par contre, on peut en déduire qu'elle avait une place dans les arts moindre que la poésie, puisqu'il existe un dieu de la poésie, qui s'appelle Balaji, et il n'y a pas de dieu du chant ou de la musique. Donc voilà, ça c'est les petits éléments. Après, on est obligé un petit peu de raccommoder comme on peut Ouais. avec l'histoire, parce elle a beaucoup de trous, bien sûr. Il y a plein de choses qu'on ne sait C'est pas. vrai que c'est ce qui participe un peu au mythe de ces Vikings, c'est qu'il y a peu de traces, il y a peu de preuves, il y a peu d'éléments, en fait. Exactement. Les traces sont faibles. Voilà. Une autre forme de chant, alors là, les chants qu'on évoquait tout à l'heure concernant les animaux sont des chants très aigus, et puis des fois des mélodies qui sont parfois assez douces. Il y avait à l'inverse des choses chantées beaucoup plus par des hommes, qui étaient ce qu'on appelle aujourd'hui le growling. C'est une façon de chanter très très gutturale. C'était les ancêtres du black metal, Des en voix, fait. exactement, mais c'est pas une blague, tu as tout à fait raison. Ce sont les ancêtres du black metal. Et le black metal, ostensiblement, affirme sa filiation avec Viking, ces ouais. chants-là. Et le groupe Mayhem, par exemple, qui a fait parler de lui en son temps Ouais. par sa démence, avait une vocation musicale païenne directement assumée. Mais c'est Donc, vrai qu'on ressent dans ces musiques ce côté religieux, ouais, je trouve que ça se ressent voilà. beaucoup. Donc, faut imaginer que ce type de chant-là, il existait, ce chant très très guttural. Ben, tu enlèves simplement les instruments électriques, les batteries, les C'est chambres ça. d'écho et tout le bazar. Mais tu remets ça avec des instruments en bois, voire juste un tambour, ça peut suffire. Hein. Et tu obtiens quelque chose d'assez ressemblant. Il y a des groupes comme Vardruna Oui. qui ont travaillé sur ces notions-là sans avoir la prétention de refaire ce qui a été fait parce qu'on n'a pas de traces, tu vois. Non, c'est ça. Ouais. Mais par des liens historiques de choses qui ont traversé le temps, ces groupes sont finalement, le groupe Vardruna, c'est des gens assez sérieux dans leur recherche. Une autre qui est très sérieuse aussi, c'est une chanteuse, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est une chanteuse d'un groupe de métal très violent, elle s'appelle Murkur, le groupe s'appelle Murkur, mais elle a tout un aspect de son travail qui est pratiquement, qui est une recherche de ces musiques primitives. Donc là, c'est aussi un lien que j'invite les auditeurs à aller écouter. Murkur, J'ajouterai un lien dans la ouais, description voilà. du podcast. Il y a un album qui est très très beau qu'elle a enregistré dans une grotte qui s'appelle Mausoleum. Et ça, je le conseille vraiment beaucoup. Et ça montre à la fois la puissance et la finesse de ces chants, qui sont les témoignages de ce qu'on a de la musique des anciens Scandinaves. Et puis après, on a aussi, ça, il nous en reste beaucoup, beaucoup plus de traces, la musique des Samis, qui sont donc qui sont plus connus sous le nom de Lapons, qui eux vivaient dans l'extrême nord de la Scandinavie, les lieux donc où les Vikings ne se sont pas installés, ou extrêmement peu, mais ils ont eu des contacts. Et la musique des Samis, qu'on appelle les Yoik, Le yoke, ouais. voilà, a d'une certaine façon aussi
eu une forme d'influence sur les Vikings. Mais ça, c'est tout à fait autre chose. Oui, c'est un autre sujet. Voilà. Un autre sujet très intéressant qu'on Mais je pense qu'entre le growling, l'écoute un peu dioïque et surtout de gens comme Murcure, vous pourrez, et de Valdruna, les auditeurs pourront se faire une idée pas trop fausse de l'esprit un peu dans lequel était cette musique. Après, il faut faire très attention parce que dans la façon dont sont présentées les choses, il y a toujours une tendance à vachement caricaturer et à grossir le trait. Donc, ne jamais oublier que un produit musical produit aujourd'hui, c'est bien souvent un produit et qu'à ce titre, c'est commercial. Voilà, c'est commercialisé, donc le trait est accentué, plus ou moins chez certains. Moi, je pense que quelqu'un comme Mulcure est vraiment quelqu'un de très intègre dans sa démarche, donc je conseille vraiment d'écouter son travail. C'est très très bien ce qu'elle fait. J'ajouterai les liens pour que les auditeurs puissent aller écouter. Je suis persuadée que cet épisode va beaucoup plaire aux auditeurs. On a appris plein de choses. N'hésitez pas à partager l'émission. Et merci beaucoup, Laurent, de nous avoir donné toutes ces infos super intéressantes. Eh ben, c'était un plaisir et merci à toi de tenir ce podcast. C'est vraiment super. C'est très chouette, je trouve, tout le travail que tu fais autour de cette pédagogie de la Norvège où tu allais t'installer. On voit bien que tu aimes vraiment ce pays et tu fais un chouette travail de restitution avec tous les gens que tu invites et le travail perso que tu fais. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. En tout cas, venant de toi, ça me touche beaucoup. Merci à toi. Salut, Laurent. Au revoir. Cet entretien avec Laurent a été découpé en 4 épisodes. Rendez-vous sur la page Patreon pour le 4e et dernier épisode bonus réservé aux contributeurs. Nous parlerons des séries Vikings et Ragnarok et des restes de la culture viking de nos jours. Vous avez accès à tous les épisodes bonus à partir de 2 € par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!